Salut à tous, c'est Arvan450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc c'est la deuxième partie de mon montage de water cooling et aujourd'hui je vais vous montrer les composants un peu plus en détail. Voilà, si la caméra veut bien faire l'autofocus c'est mieux. Donc là j'ai à peu près tout mis au niveau des composants. Vous voyez que j'ai aussi mis les ventilateurs que je vais utiliser. Je vais peut-être en mettre d'autres dans mon boîtier, il n'y aura peut-être pas que ceux-là. Mais dans un premier temps, je vais utiliser que ceux-là. Donc alors vous voyez qu'il y a déjà la moitié des composants à peu près, enfin les composants principaux que je vous ai déjà montré dans ma première vidéo. Mais je vais vous montrer un peu plus en détail tous les composants et les composants que vous n'avez pas encore vus, comme tout ce qui est système de fixation, les ventilateurs, tous les embouts par exemple. Voilà, donc je vais peut-être commencer par les composants que je vous ai déjà montrés. Je vais ouvrir les boîtes et vous montrer les composants en eux-mêmes. Donc alors, on va commencer peut-être par la pompe. Donc la pompe, il s'agit de la Laing DDC 1T, donc c'est exactement la même que la Swiftech MCP 350 il me semble, c'est les mêmes modèles, c'est juste renommé. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait 62 par 62 par 38 mm, avec l'autofocus qui va pas bien, voilà c'est bon. Donc alimentée en 12 volts DC, donc c'est une prise Molex pour l'alimentation. Elle marche entre 8 et 13,2 volts, mais la tension nominale c'est 12 volts. On voit que là le pressure head ça correspond à la hauteur maximale à laquelle peut envoyer la pompe du liquide dans une boucle, donc 3,7 mètres. Ensuite on a un débit de 400 litres par heure avec une consommation de 10 watts, une durée de fonctionnement annoncée à 50 000 heures, donc il y a quand même déjà de quoi faire. Hein. Et là vous voyez que c'est écrit que c'est des embouts qui vont pour des tuyaux de 10 mm interne. En fait les embouts vont être remplacés avec le top de la pompe, donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Et donc on voit bien qu'il y a le 4 pin Molex avec il y a un troisième juste le pin en plus pour brancher par exemple sur un connecteur de ventilateur de carte mère pour voir en fait la vitesse de rotation de la pompe. Voilà, donc c'est pour carte mère ou les contrôleurs de ventilateur. Et moi d'ailleurs je vais sûrement utiliser mon contrôleur de ventilateur dont je vous ai pas encore parlé, mais ce sera le Sitecastmaster Flat. Voilà, donc à l'intérieur. On a donc la pompe en elle-même. Et là, il y a juste un petit truc qui n'est pas d'origine. C'est ce petit bout de câble. Vous voyez que j'ai mis du... Ouais, l'autofocus ne veut pas se faire comme il faut. Mais voilà, j'ai mis du sleeve dessus. Avec du heat shrink au bout pour là, le petit bout noir. Parce que ça va sûrement venir soit sur la carte mère, soit sur mon contrôleur de ventilateur. Donc on sait jamais. Puis c'était pour faire un petit essai comme ça de gainage du câble. Donc je l'ai fait vraiment sur pas long, hein, sur pas très long. La gaine c'est de la Fobia en 3 mm de diamètre. Donc c'est un pack avec il y a 2 mètres de gaine comme ça et 30 cm de gaine thermorétractable. Donc le heat shrink qui est ici. Donc au niveau de la pompe en elle-même, on va essayer de faire passer le fil de l'autre côté, voilà. Donc on a l'alimentation Molex en 12 volts.
on voit que les embouts de type cannelé 10 mm sont protégés, hein, pour pas qu'il y ait de poussière ou quoi qui rentre à l'intérieur de la pompe avant de s'en servir. Et le pin pour la carte mère. Et bien sûr le système de fixation en dessous, ouais, je vais vous montrer un petit peu. D'ailleurs vous aurez sûrement l'occasion de la revoir parce que c'est sur le dessous de la pompe qu'on la démonte. Et je vais devoir le faire pour mettre le top de la pompe, pour la fixer sur le combiné top plus réservoir. Donc voilà pour la pompe. On va s'intéresser maintenant au combiné réservoir plus top. IK Supremacy, donc c'est pour les pompes DDC, et le X réservoir en 140 mm de haut, avec le design CSQ, donc c'est le nouveau, et avec la finition acétal noir. D'ailleurs c'est la seule que j'ai vue, hein, à l'heure actuelle, j'en ai jamais vu d'autres. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce qui est intégré dans le boîtier. On va essayer de le trouver en français, voilà. Donc excellente performance de refroidissement, caractéristiques thermiques fortes. Entrée-sortie en filetage standard industriel, donc c'est du 1/4 de pouce. C'est tous les connecteurs taille standard, c'est du 1/4 de pouce. Donc voilà, plaque de fixation incluse et haute qualité. Donc on va voir tout ça à l'intérieur du produit. Donc la boîte, très très jolie. Ça inspire vraiment une qualité de fabrication très très bonne. Donc fourni avec la pompe, on a donc de la mousse anti-vortex qui permet d'éviter que le liquide, parfois qui revient dans la pompe, ne jaillisse et fasse du bruit. On a avec deux bouchons comme ça. On a donc l'adaptateur en 1/4 de pouce. Plus la visserie et une petite clé pour les bouchons. Avec, on a évidemment la notice d'installation. Voilà, donc qui comporte les différentes étapes. On peut voir le dessin de la pompe. Il faudra démonter pour mettre, voilà, le top. Et donc à l'intérieur, on a évidemment le combo top plus réservoir. Donc j'avais déjà ouvert, hein, pour pouvoir le sortir plus facilement. Vous voyez qu'on a la petite plaque au milieu qui peut également s'enlever, qui permet d'avoir une meilleure circulation du liquide de water cooling, d'après ce que j'en ai lu sur la notice. Ah, je suis désolé, j'ai eu un petit problème de batterie, donc nous revoilà. Donc on voit ici qu'on a le nouveau design CSQ avec les petits ronds et le logo IK Waterblock. Sur ce côté là, on a donc un embout pour connecter un tuyau. Sur ce côté là, on n'a rien du tout, c'est la face arrière. Et sur l'autre côté, on a donc l'embout qui se branche directement en fait sur la pompe. Là on n'a pas le choix, il faut toujours forcément utiliser celui-là, et donc là on a aussi le choix de mettre un deuxième connecteur pour l'entrée. Donc l'entrée se fait soit de ce côté là, soit de ce côté là. Et en dessous on retrouve évidemment, ça c'est à mettre sur le haut de la pompe, donc la pompe va venir s'emboîter là-dessus. C'est pour ça qu'on a ce petit dessin là en fait, parce que ça part là-dedans.
Donc très très bonne qualité, hein. Et on a bien sûr encore une ouverture sur le dessus au cas où on veuille faire arriver le liquide dedans. Mais je vous le déconseille de le faire parce qu'en général on le remplit jamais entier, donc ça va faire du bruit, le liquide va faire du bruit en tombant dans le réservoir. Et donc on peut choisir de remplacer le petit logo Ikea qui sert de régulateur de flux par la mousse anti-vortex, ou de faire un mix des deux. Voilà donc pour ce réservoir. On va maintenant passer au waterblock CPU. Donc encore une fois le Ikea waterblock Supremacy en nickel plexi. Donc on retrouve la même boîte à peu près, hein. Ça inspire vraiment la qualité. Et donc avant d'aller plus loin, je tenais à vous préciser que ce waterblock était compatible avec la plupart des sockets Intel comme AMD, donc AMD, AM2, AM2+, AM3, AM3+, je suppose. Et Intel, ça doit être les sockets 1155, 1156, 1366 et socket 2011, si je ne m'abuse. D'ailleurs, on peut... Donc, au niveau des accessoires qui sont fournis avec ce waterblock, on a... C'est pas une backplate, c'est la fixation de montage qui se fixe directement sur le waterblock en lui-même pour tout ce qui est socket AMD et tous les accessoires de montage. Vous voyez qu'on a une sorte de petite plaque qui ressemble un peu à des lames de rasoir comme on voit dans les films. En fait, c'est tout simplement des plaques qui se mettent à l'intérieur du waterblock carrément pour réguler le flux, pour offrir un flux plus ou moins important en fonction du socket sur lequel on souhaite le monter. Et donc moi je vais utiliser la première qu'on voit là qui est un peu plus large. C'est pour le socket 2011 ou pour le socket AM3, AM3+. Et vu que je suis en AM3+, voilà le socket que je vais utiliser. La plaque que je vais utiliser, pardon. Et donc tous les systèmes de montage, c'est vraiment complet, on a absolument tout ce qu'il faut. Donc à l'intérieur, on retrouve évidemment le waterblock en lui-même. De la pâte thermique, c'est de la Gelide. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, Ikea a changé. Avant c'était de la MX4 Arctic Cooling. Ah, l'autofocus n'arrive pas à se mettre. MX4 maintenant, c'est de la Gelide. C'est de la GC Extreme. Donc au niveau du waterblock en lui-même, donc finition en plexi avec le nouveau design CSQ. On trouve encore une fois le petit logo Ikea waterblock qui est incrusté sur une petite plaque de métal, sûrement de l'alu brossé, qui fait pile la taille d'un rond, et on voit que le trou d'extraction, je crois, se situe aussi à l'intérieur d'un rond. C'est juste un petit peu dommage qu'on n'ait pas le trou d'arrivée qui se situe dans un rond, mais bon. Et donc là, le système de fixation qui est en croix comme ça, c'est pour les sockets Intel. Donc à l'arrière, on a le petit autocollant de protection pour protéger la surface qui sera en contact avec le CPU. Donc il est quand même assez gros, je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Je me recule un petit peu. Donc il est quand même assez gros. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, la petite lame se trouve à l'intérieur, là ça fait un petit peu une sorte de losange avec le joint là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. De toute façon, je ferai sûrement une vidéo sur le montage parce qu'il faudra que je le démonte. Il y a 4 petites vis qui se trouvent de ce côté là pour enlever vraiment la façade et pouvoir changer. Voilà, donc on aperçoit les vis qui montent dans le plexi. Et on a également fourni les diverses backplates. Donc ça c'est ce qui se met à l'arrière de la carte mère et qui va pouvoir tenir le waterblock de l'autre côté de la carte mère. On a deux et on a aussi une couche de
caoutchouc là qui permet d'éviter d'abîmer la carte mère en serrant le waterblock. Voilà. Donc je vais remettre tout ça dans sa petite boîte avec les mousses. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre la pâte thermique qui en a fait quoi. Là. Et donc moi c'est évidemment celle-là que je vais utiliser de fixation pour mon processeur. Donc maintenant je vais peut-être vous montrer le radiateur. Alors il faudra que je recule un petit peu la caméra, il est quand même grand. Hein. Donc c'est le Hardware Labs. Donc c'est une des meilleures marques de radiateur de water cooling. Donc la version que j'ai c'est le Black Ice GT Gen 2 Stiff 240 mm. C'est un radiateur qui a une densité d'ailettes très élevée et qui est vraiment dessiné pour une performance on va dire extrême, car plus il y a d'ailettes et plus c'est performant. Par contre plus il faut une ventilation forte, mais par le fait qu'il soit seulement en 30 mm d'épaisseur, on peut se permettre d'utiliser des ventilateurs à faible vitesse de rotation dessus, ça devrait quand même marcher. Donc je vais ouvrir. Voilà, donc le radiateur, il est livré sans bouchon, c'est un petit peu dommage, parce que du coup il a tendance à s'oxyder un petit peu à l'intérieur, mais bon, c'est rien d'inquiétant. La finition, la peinture est en finition brillante, contrairement à la plupart des radiateurs qui a une finition mate. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière le nombre d'ailettes. Je vais peut-être prendre une petite torche pour éclairer. Voilà, là on se rend mieux compte du nombre d'ailettes très important. Voilà. Donc c'est vraiment très dense comme vous pouvez le voir, mais on voit facilement à travers, parce que le radiateur justement n'est pas très épais. Donc c'est un très bon compromis entre performance et silence, je pense. Vous voyez qu'on voit assez facilement à travers. Et ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais en dessous les systèmes de fixation de vis, il y a des petites pattes en métal là, juste là pour éviter d'abîmer les ailettes avec les vis des ventilateurs. Voilà, donc fixation classique en 1/4 de pouce. Finition peinture noire brillante. Voilà, donc très joli radiateur qui est fourni évidemment avec la visserie. Donc on a 8 vis longues pour faire passer à travers toute la longueur d'un ventilateur et le visser sur le radiateur, et un kit de vis courtes pour pouvoir par exemple fixer le radiateur sur le boîtier de l'autre côté. À la base j'étais parti pour prendre en full IKEA Waterblock, mais IKEA Waterblock ne fait pas de radiateur de 30 mm d'épaisseur, ou de moins de 30 mm d'épaisseur. Le plus fin qu'ils ont, il est en 47 mm d'épaisseur je crois, donc voilà, c'était trop grand pour mon boîtier. Donc au niveau du tube, je vous l'ai déjà montré brièvement, donc c'est du Master Clear. J'ai acheté un pack de 3,3 mètres de long, donc j'en aurai largement assez, et ça me fera un peu de râpe comme ça si jamais je veux rajouter des éléments ou si je me gourde pour mes longueurs. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est du diamètre interne 10 mm, externe 16 mm. Donc c'est du
assez gros tube, hein, comme vous pouvez le voir. Et je dirais que ça a autant d'avantages que d'inconvénients par rapport à du plus classique 10-13. Voilà, donc au niveau des ventilateurs, j'ai choisi d'utiliser des Corsair SP120. Ça, c'est des ventilateurs qui sont spécifiquement étudiés pour le montage sur radiateur. Donc moi je prends toujours les ventilateurs qui offrent les plus grandes performances, parce qu'ils existent aussi en Quiet Edition, donc forcément du coup ils tournent moins vite. Mais je me dis qui peut le plus peut le moins, donc de toute façon j'aurai le contrôleur de ventilateur, donc il n'y aura pas de souci. Donc c'est des 12 cm, ça c'est un pack de 2, ils sont vendus par pack de 2 ceux-là, aussi à l'unité. Donc ils tournent 2350 tours par minute maximum, avec un bruit de 35 décibels. Et comme vous pouvez le voir, ils sont tout à fait dessinés pour conçus pour le refroidissement de ventilateur, car ils ont une pression statique de 3,1 mm H2O. Et je tenais à dire que aux alentours de 1200-1300 tours par minute, ils sont quasiment inaudibles. Voilà, donc 0,25 A maximum, 62,74 CFM, pour une rotation max de 2350 tours par minute en 12 volts, 35 décibels maximum, et une pression statique de 3,1 mm H2O. Et le câble, c'est du standard 3 pins, sachant qu'il y a un réducteur de tension qui est fourni par ventilateur. Donc c'est des ventilateurs très intéressants et qui iront bien avec les couleurs de mon boîtier. J'ai choisi d'utiliser à l'intérieur principalement deux couleurs, donc ce sera le noir et le rouge. Et ce qui est bien avec ces ventilateurs, c'est qu'ils sont fournis avec 3 anneaux de différentes couleurs. On peut également voir qu'il y a des patins. En fait c'est en caoutchouc là, vraiment ça permet sur la fixation en elle-même, ça permet d'atténuer tous les bruits de vibration. Je vais peut-être vous montrer un petit peu. J'ai mis le deuxième en rouge pour voir à quoi ça ressemble. Je vais peut-être le sortir, enfin, on verra un peu mieux. Donc c'est un pack de ventilateurs qui coûte à peu près dans les 22 € hein, sur internet. Donc c'est pas excessivement cher pour des ventilateurs. Donc voilà le ventilateur en lui-même. Vraiment le design des pales large et plat pour vraiment une pression statique importante. Donc c'est du 3 pins classique. Les fils sont collés et sont noirs. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de matière anti-vibration. C'est vraiment entièrement anti-vibration. Et donc cet anneau rouge peut bien sûr s'enlever. À la base il était bleu, moi j'ai mis en rouge. Et vous voyez qu'on en a un blanc et un bleu qui sont fournis par Corsair. On a également 4 vis standards et le réducteur de tension. Voilà donc pour ces SP120. Au niveau des ventilations du boîtier, j'ai choisi d'utiliser ce coup-ci la version AF120 qui est spécifiquement conçue pour la ventilation du boîtier. Donc pas d'un radiateur, donc il ne faut pas que ce soit vraiment trop obstrué derrière. Donc c'est pareil, c'est des 120 mm avec une vitesse de rotation max en 1650 tours minute. Donc au niveau des AF120, on voit qu'il consomme 0,33 A maximum pour un débit de 63,47 CFM, vitesse de rotation maximum 1650 tours minute à 12 volts, 30 décibels maximum et une pression statique de 1,1 mm H2O. Donc on voit qu'ils sont beaucoup moins conçus pour la ventilation de radiateur, mais beaucoup plus pour la ventilation de boîtier. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils vont ventiler avec moins de force mais beaucoup plus loin comparé à ceux-là qui ventilent moins loin mais avec beaucoup plus de pression. Et j'ai également le même en 140 mm. Ce coup-ci c'est le Quiet Edition, c'est plus le Performance Edition. En 140 mm pour l'instant ils ont que ceux-là et je pense qu'ils vont sortir que ceux-là. Donc c'est du 140 mm
à vitesse de rotation max 1150 tours minute et pour 24 décibels. Et au niveau des caractéristiques, on est à 0,15 ampères pour un débit de 67 CFM, 1550 tours minute max à 24 décibels, 12 volts et 0,84 mm H2O. Au niveau des embouts de fixation, alors j'ai choisi d'utiliser des embouts à compression, c'est-à-dire qu'en fait le tuyau on va le visser dedans et ensuite on va revisser le bout et c'est ce qui va comprimer le tuyau et le faire tenir en place. Donc de ce côté là c'est des classiques embouts 1/4 de pouce et là c'est pour du tuyau et évidemment en 10 mm interne, 16 externe. Donc ceux-là c'est des phasers il me semble. Oui, The Phaser Company. En fait la TFC c'est The Phaser Company. Donc voilà, en gris métal classique. Et pour le waterblock CPU, je vais utiliser des Alpha Cool coudés 45 degrés. Toujours en 1/4 de pouce du côté où se branche dans le waterblock. Et en 10-16 mm de l'autre côté. J'ai également commandé des Quick Disconnect, donc c'est des... Voilà, donc les raccords autobloquants, en fait, là j'ai pris des embouts cadenés, ils étaient beaucoup moins chers que les autres. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, je vous avoue, je vous l'accorde, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ça vient d'avoir l'autofocus dessus. Donc au niveau des raccords autobloquants, donc ça en fait c'est pour le drainage de la boucle, ça permet de les enlever facilement. Ça coupe en fait le circuit sans pour autant que ça coule quoi. Donc là en fait vous voyez qu'à l'intérieur il y a un bout en plastique qui va venir appuyer sur celui-ci et ça va ouvrir en fait ça va laisser passer le liquide. Hein. Vous voyez que c'est verrouillé, il n'y a absolument aucune raison que ça fuit. Par contre, le seul truc qui me déplaît un petit peu, c'est les embouts cannelés comme ça, mais bon. En principe, si c'est bien mis, ça devrait pas fuir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais on sait jamais. Ça vaut pas, pour moi, des embouts à compression. Ensuite, au niveau du système de fixation de la pompe et du réservoir, j'ai pas encore choisi exactement comment j'allais faire, donc c'est pour ça que j'ai commandé divers accessoires de fixation. Donc au début j'avais commandé, ça c'est de quoi fixer le réservoir, mais j'avais pris des 50 mm alors qu'en fait c'est des 60 mm qu'il me faut. Donc du coup j'en ai recommandé. Et vous voyez que ça se visse en fait, par exemple, ça permet de se visser sur des... ça c'est des Ike Uniholder. Par exemple, ça permet de les visser dans les B 5 pouces 25 et l'autre côté sur le réservoir. Mais si jamais je veux plutôt visser la pompe, j'ai donc le Uniholder DDC add-on qui se fixe sur le dessous de la pompe et qui permet de fixer sur cette patte de fixation là. Et après de le fixer par exemple dans les cages HDD ou ailleurs sur le boîtier, peu importe. Et le système de remplissage que je pense que je vais utiliser pour remplir le réservoir, parce que c'est par le réservoir qu'on remplit une boucle, qu'on remplit le système de water cooling, je pense que je vais utiliser ce petit flacon hein, avec le petit embout qui va aller directement dans le haut du réservoir quand je vais remplir. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer donc le liquide de refroidissement. J'ai pris du Mayhems X1 en rouge sang, Blood Red, ultraviolet. Donc là on voit pas très bien parce que le liquide est quand même vraiment sombre, mais c'est bien du rouge sang.
et j'en ai pris 2 litres au cas où, mais un seul devrait largement suffire pour l'instant. Voilà, donc je vous ai montré tous les composants dont j'allais me servir pour l'instant, et donc la prochaine étape ce sera évidemment le montage dans le boîtier. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de ce montage de water cooling. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé ma vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la suite. A très bientôt, ciao.